Radio Grandlieu. Spécial fête de la musique. Lundi 21 juin, toute la journée. Des interviews et des émissions 100% musique. De retour sur le plateau Radio Grandlieu, en ce jour de la fête de la musique, malheureusement, nous sommes bien à Saint-Aignan, mais il n'y a pas eu de fête de la musique à Saint-Aignan de Grandlieu, comme dans beaucoup d'endroits de France. En face de moi, quelqu'un qui aura bien voulu que se produisent ses élèves, puisque c'est le directeur de l'école de musique de Saint-Aignan-Grandlieu, monsieur Alain Rousseau, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Je vais très bien, et vous ? Ça va pas mal. Ça va pas mal, ça va un petit peu mieux, on reprend les... Oui, nous on va de mieux en mieux chaque jour depuis le 19 mai, donc c'est essentiel. Bon, vous avez déjà fait jouer vos élèves le 18, c'est ça. Donc vendredi dernier. Il y a plein d'autres concerts qui vont arriver, alors c'est le moment d'en parler. Alors je voulais savoir, déjà, parlez-nous de l'école de musique de Saint-Aignan-le-Grandlieu. Les formations, combien d'élèves, combien de groupes ? Alors, l'école de musique de Saint-Aignan-le-Grandlieu, c'est environ 160 élèves cette année. Alors, ça bouge un peu, plus ou moins selon les saisons, avec une dizaine de professeurs. 17 disciplines enseignées et on met l'accent quand même sur le plan pédagogique, sur tout ce qui est projet pédagogique avec des orchestres, des pratiques collectives qui se développent année après année. On est plutôt content parce que le renouvellement d'élèves est là et puis on arrive au sein même de ces structures-là à faire juxtaposer des musiciens élèves et des musiciens amateurs, puisque notre rôle, c'est de former des musiciens amateurs, et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de pouvoir continuer à les accueillir une fois qu'ils ne sont plus élèves. Voilà, donc l'ambition, elle est là, c'est faire en sorte qu'il y ait des croisements de générations, qu'il y ait des croisements de gens qui viennent de tous les horizons, et que l'école de musique soit un lieu ressource pour les musiciens amateurs, pour les musiciens qui veulent se former, qui veulent prendre des cours, ceux qui le sont déjà, et ceux qui auraient aimé l'être. Oui, donc comme un peu un centre de formation en fait, même des fois en sport, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Il y a les pros, on peut finir pro. C'est le principe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les différents ensembles, les adultes qui sont plus élèves peuvent venir, ils ont un petit côté, comment dirais-je, tuteur, c'est pas vraiment le mot, mais il y a un petit côté transmission intéressant de génération. Moi, j'ai appris à faire comme ça, toi, tu apprends peut-être différemment, mais voilà, et ils se nourrissent mutuellement. Et c'est hyper intéressant et c'est surtout humainement riche parce qu'il n'y a pas du coup des barrières de l'âge qui sont parfois un petit peu problématiques au sein d'une famille, par exemple. Là, on constate que des ados peuvent parler avec des adultes sans que ça puisse poser aucune question, quoi. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Et puis la musique, c'est le lien qui fait en sorte que tout devient plus simple. Et justement, à partir de quel âge ça commence ? Alors, jusqu'à maintenant, l'école de musique était accessible à 6 ans. À la rentrée prochaine, il y a des modifications en cours puisque nous sommes dans la réécriture. Enfin, le projet d'établissement est réécrit. Il va être validé par le conseil municipal très bientôt. Et à 5 ans, les élèves pourront aborder l'école de musique par le biais de l'éveil. Et ensuite, lorsqu'ils ont 6 ans, c'est-à-dire l'année de CP, ils peuvent découvrir tous les instruments que nous proposons par le biais d'un parcours découverte. Et donc... Tout au long de l'année. Oui, tout au long de l'année, ils ont la possibilité d'essayer différents instruments, ce qui leur permet de choisir après l'instrument en toute connaissance de cause. Et puis, c'est aussi pour nous le moyen d'éviter un bouchon dans la classe de piano, par exemple, où les demandes sont très fortes, et puis peut-être un petit peu moins dans la classe de tuba ou de saxophone ou de trompette, par exemple. Et donc, en ayant découvert les différents instruments et en ayant rencontré le professeur aussi, puisque l'enseignement... c'est toujours relié à l'affect. L'enseignement de la musique, c'est une relation très forte entre un élève et son professeur. Et donc, par ce biais-là, eh bien, les élèves ont la possibilité de découvrir les instruments, de choisir et commencer dès l'âge de 7 ans la formation instrumentale, la formation musicale, ce qu'on appelait le solfège à une certaine époque. Mais les habitudes ont la dent dure, on trouve encore très souvent ce nom-là. Et puis, petit à petit, les pratiques collectives, donc tout le cursus complet que l'école de musique propose. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire au niveau du cursus et de la formation, il y a tout le monde suit la même formation. Alors, où il y a on s'adapte. On s'adapte pour tout un tas de raisons. D'une part parce que le public n'est pas toujours le même. Ceux qui commencent à 5 ans, 6 ou 7 ans, voilà, on a un protocole, entre guillemets, qui est tout tracé, mais la musique, elle est accessible à tous les âges. Donc quelqu'un qui vient à 15 ans,
on va pas lui proposer la même formule, puisque les attentes sont différentes, sa capacité d'apprentissage va être différente aussi. Quelqu'un qui vient à 70, enfin voilà. Donc, c'est pas de l'école de musique à la carte, mais il y a malgré tout un certain nombre d'adaptations possibles. Et puis aussi, ce qu'on essaye de mettre en valeur, puisque c'est déjà un petit peu le cas, mais ce n'était pas suffisamment su, l'école de musique fait en sorte d'accueillir tous les publics. Donc, les personnes en situation de handicap peuvent également s'inscrire à l'école de musique, et on a une référente handicap qui, du coup, met en relation les différents professeurs de l'élève, et puis on trouve une solution pour que chaque personne puisse y trouver son compte. Donc il y a vraiment tous les niveaux aussi. Tous les niveaux. Tout âge. Oui, tout âge. Tout horizon, toute envie. Alors, on peut pas prétendre qu'on sera capable de tout faire, puisque ce serait assez présomptueux de notre part, mais on les ouvre à tout un tas d'esthétiques. Ça passe par la musique extrêmement, ce qu'on appelle classique. Il y a du jazz, il y a des musiques actuelles amplifiées. Assez peu de musique traditionnelle parce qu'on n'a pas de département de musique traditionnelle, mais voilà, on est sur un éclectisme assumé, et c'est plutôt sympa. Ça permet aussi aux gens de découvrir différentes époques, différentes interprétations, et puis ne pas s'enfermer dans un seul et même style, puisque ça serait réducteur et très probablement contre-productif. Question bête, y a-t-il du chant ? Oui. Pas si bête que ça. Bah non, pas du tout. Alors, Catherine Taillandier, notre prof de chant, elle a diversifié son offre depuis quelques années, et c'est intéressant, puisqu'elle était prof de technique vocale, elle s'occupait de l'atelier vocal adulte, et depuis 2 ans, elle a ouvert des ateliers vocaux pour les enfants. Et donc, avec un répertoire adapté aux enfants, et en fonction de leurs âges et de leurs envies aussi. Là, c'est un vrai bonheur parce que ça fonctionne bien, on est content. Et puis, le projet, alors c'est un petit scoop, mais le projet pour la saison prochaine, elle voudrait préparer des pièces qui s'appellent les petits loups du jazz. Alors, pour cela, on va essayer de travailler avec l'école de musique de Rezé, puisqu'ils ont un atelier de jazz qui est assez développé, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, comme les écoles de musique du coin, on s'entend plutôt bien. Il y a des projets transversaux qui peuvent se mettre en place. Et les petits loups du jazz, ça serait un truc vraiment très chouette. Donc, j'espère qu'on pourra le faire pour la fête de la musique 2022, par exemple. D'accord. Alors, on retrouve toutes les informations sur le site internet, j'imagine. Il y a le site de la commune, bien sûr, www.saint-aignan.fr. Et donc, il y a une page école de musique sur laquelle il y a un certain nombre d'informations. Et puis, si toutes les informations ne figureraient pas sur ce site, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a les numéros sur la page de l'école de musique. Et tout ce qui est plutôt administratif, Mélodie Berthelot peut les renseigner. Sinon, il ne faut pas hésiter à me contacter, et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous renseigner. Et donc, ça va être bientôt les réinscriptions, c'est ça pour l'année 2021-22. C'est ça. Donc à partir de 5 ans, pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants. Oui. Alors comment ça se passe pour les réinscriptions ? Alors les réinscriptions sont déjà faites, c'est-à-dire qu'on a envoyé des liens pour les familles, mais les nouvelles inscriptions commencent ce lundi, 21. Oui. Voilà. Et donc jusqu'au 9 juillet, les gens ont la possibilité de s'inscrire à l'école de musique, et en fonction des places qui restent libres dans les classes, on peut les prendre. Et puis, au cas par cas, de toute façon, nous utilisons et nous étudions toutes les ressources pour pouvoir accepter et accueillir le plus grand nombre de personnes. Oui, en cours d'année, c'est fini, on ne peut plus s'inscrire. S'il y a de la place, bien évidemment, on accueille. Dans les pratiques collectives, c'est très facile, aucun problème. C'est pour les pratiques individuelles où là, c'est un petit peu plus compliqué. Si la classe est déjà pleine, on peut difficilement bouleverser l'emploi du temps d'un professeur en cours de saison. Mais il peut arriver qu'un élève, pour x, y raison, déménage ou arrête son activité, et auquel cas, une place disponible, on peut la combler par des gens qui souhaitent commencer en cours de saison, c'est pas difficile. Là, j'ai une question, c'est par rapport aux musiciens, on va dire amateurs, qui aimeraient se perfectionner. Souvent, ils font appel à des professeurs individuels. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que vous faites ça ? Est-ce que vous les prenez ? Et est-ce qu'il y a un intérêt particulier à venir dans votre école par rapport à un autre professeur qui fait ça ? Alors oui, bien évidemment, nous on les prend. On est là, bien sûr, pour apporter le conseil et tous les enseignements dont ils auront besoin. Mais ce qui est intéressant aussi à Saint-Aignan, c'est qu'ils peuvent, par le biais d'une inscription de base à l'école de musique, accéder à des locaux, pouvoir se retrouver
les uns et les autres et échanger, s'unir autour d'un programme. Et puis nous, on peut apporter nos connaissances et notre savoir sur l'interprétation, sur la technique, sur les aspects musicaux, etc. Et du coup, ça devient un lieu de ressources, ce qui n'est pas encore tout à fait développé, puisque les locaux dans lesquels nous sommes sont ouverts depuis fin avril 2015. Donc on a mis déjà en place un certain nombre de choses, et petit à petit, c'est des étapes à franchir, et pouvoir apporter aux musiciens amateurs cette facilité-là, c'est un des projets. Alors, là, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Donc, nous sommes le 21 juin. Est-ce qu'il y a une formation qui joue aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Les cours fonctionnent de façon ordinaire, j'allais dire. Par contre, mercredi 23, à la salle de l'Héronnière, à 19h30, la classe de percussion se produira avec les ateliers de musique actuelle amplifiée. Vendredi dernier, on a eu la chance de pouvoir entendre la classe de clarinette, les ateliers vocaux enfants, l'orchestre intermédiaire, et puis quelques jours avant, l'orchestre de l'ensemble des guitares qui s'est produit. Et pour finir la saison de l'école de musique, mais pour débuter celle de la programmation estivale proposée par la commune, l'orchestre d'harmonie de l'école de musique se produira le vendredi soir 2 juillet à 20h dans la cour du château des Jardières. Vendredi soir 2 juillet. Absolument. Okay, faut noter. Et donc, après, il y a toute la saison. Alors, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait au cours de l'année, en fait, tout l'été, il faut aussi que les élèves soient disposés pour faire les concerts, c'est ça ? C'est ça. Alors, cet été, malheureusement, on ne les aura pas. On les aura pas, parce que, on vient de vivre de saisons particulières, mais il faut se projeter sur quelque chose de plus positif. Et de toutes les façons, on regarde devant et pas derrière, puisque de toute façon, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc cet été, les élèves vont évidemment travailler leurs instruments. Ça va être merveilleux à la rentrée, mieux que d'habitude, certainement, j'espère. Et à la rentrée de septembre, on va recommencer une année pleine avec une programmation qui est propre à celle de la structure, c'est-à-dire qu'il y a des concerts d'élèves dans la salle Paul Pouvreau de l'espace vie locale, à peu près une fois par période, c'est-à-dire 5 fois dans l'année, et puis différents concerts auxquels vous aurez la possibilité de retrouver les différents musiciens. Le concert de Noël, il y a des concerts de classe. Grosso modo, l'école de musique de Saint-Aignan-de-Grandlieu propose entre 15 et 20 spectacles, 20 concerts par an. Voilà. Donc ça fait une assez belle programmation avec un choix assez large. Donc tout le monde peut y trouver son compte. C'est super. Et on retrouve toutes ces informations sur le site officiel de la mairie de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Rousseau. Alors, petite note personnelle, vous êtes trompettiste ? C'est ça. Vous jouez vous-même avec l'école ? Oui. Vous êtes professeur aussi, c'est ça, pour l'école. Est-ce que vous jouez à côté avec une autre formation ? Alors moi, je suis de formation classique, donc j'ai joué un petit peu tous les styles, mais celle où je m'éclate particulièrement, c'est les formations plutôt trompette et orgue. Et je vais jouer cet été, comme chaque été, dans différents lieux. Avec d'autres... avec une amie organiste qui s'appelle Charlotte. Dites-nous tout. Alors et ça sera le jeudi 8 juillet à l'église de la Bernerie notamment à 21h, et on fait un concert trompette et orgue dans l'église de la Bernerie avec une fille qui s'appelle Charlotte Marc, qui est prof de clavecin au conservatoire de Nice. Ça devrait être un beau programme et on s'en réjouit à l'avance. Ah bah ouais, super. Vous êtes invité, bien évidemment. Merci. Et voilà, donc très bien. Nous sommes le jour de la fête de la musique, et peut-être avez-vous en souvenir une fête de la musique particulière, un artiste particulier ? Oui. Peut-être même avec vos élèves, je ne sais pas, à nous faire partager un souvenir comme ça. Alors, deux, si vous me permettez. Le premier, c'était Elmer Footbeat à Nantes, quand j'étais étudiant. Donc fête de la musique sur la place du commerce. Ça a vraiment décoiffé, c'était un truc incroyable. C'est-à-dire que moi j'étais étudiant, j'étais lycéen à l'époque, et on passait notre bac. Et le soir de la fête de musique, on est sorti en ville pour sans doute pas pour se préparer, mais pour se détendre. Et donc je les ai vus en concert, et c'était un truc incroyable. Ils étaient bien barrés, c'était un truc très chouette. Mais si j'ai une musique que j'aimerais entendre, parce qu'il fait longtemps que j'ai pas entendu, c'était la version de comment il s'appelle celui-ci, Yuri Buenaventura, Ne me quitte pas, en version salsa.
À Nantes aussi, vous l'avez vu? Ouais, je l'ai vu à la salle Paul Fort, Ouais. et ça reste un super souvenir. Ah oui, c'était une super version. Et les musiciens étaient, Ça doit voilà, être costaud. comment dirais-je, époustouflants. Oui, voilà. Ok, super. Merci Alain Rousseau. Donc, on rappelle, directeur de l'école de musique de Saint-Aignan-le-Grand-Lieu. Avant de se quitter, je vous demande de nous proposer une petite musique à écouter pour nos auditeurs, parce que ça fait de la musique et vous faites DJ là. Voilà. Ah oui, je suis DJ, Voilà. donc je fais ce que je veux, Ouais, ce que vous voulez. quel que soit le style. Voilà, vous choisissez là dans le bac là qui est devant vous. Hop. Alors, ou le bac des souvenirs ou le bac de ce que j'aime. Le bac des souvenirs, eh bien, comme vous voulez. Écoutez, Ou de la nouveauté. ouais, de la nouveauté, ça peut être bien. J'ai oublié le titre, mais il y a un extrait du Red Album de Ibrahim Malouf, qui est un trompettiste. Oui. Et je crois que c'est le titre phare de l'album. Et c'est plutôt sympa. Si vous avez la curiosité d'aller l'écouter, Ah ben, je crois qu'on va l'écouter tout de suite. vous passerez un bon moment. Eh ben, on l'écoute. C'est maintenant. Merci. De la musique. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, ce
elle ou moi? Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. C'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend, s'il vous plaît. Regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte. Vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. C'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi, apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague. C'était Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, proposée par Frédéric Soulard, qui est avec moi au téléphone. Salut Frédéric. Bonjour Ludo. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Tu es où ? Tu es à Nantes là au téléphone ? Oui, je suis à Nantes au téléphone. Bon. Ouais. Merci pour cette proposition de Anne Sylvestre qu'on adore. Pourquoi cette chanson ? Eh bien, je crois que c'est là qu'a commencé ma carrière de conteuse. C'est-à-dire que j'ai toujours chanté du Anne Sylvestre quand j'étais enfant, et c'était pas les fabulettes auxquelles j'ai été nourrie, c'était aux chansons pour adultes. Et un jour, j'avais une trentaine d'années, je suis montée sur un bateau, un voilier, sur l'archipel des Glénans, et à bord, il y avait des hommes et une femme. Et l'autre femme, c'était Anne Sylvestre. Je rencontrais mon héroïne, et soudain, le monde merveilleux rentrait dans le réel. Et du coup, après avoir quitté les Glénans où j'ai passé 6 mois, Anne Sylvestre est d'ailleurs restée ma copine quand même, eh bien, je suis partie faire une école de théâtre à Paris. Après, je suis revenue dans ma ville de Nantes et je me suis lancée comme conteuse. Voilà, c'était, je pense que ça a été un choc, voilà, de rencontrer cette femme comme ça qui était dans un monde imaginaire. Tout d'un coup, l'imaginaire était là et je pouvais moi aussi marcher dans des rêves. Et oui, donc parce que tu es conteuse professionnelle, Oui. que tu fais partie du collectif Conte du Grand Lieu du Conte, et tu proposes donc à la radio un programme qui n'est pas forcément du conte, qui s'appelle Nommer le Monde, qu'on peut écouter toutes les semaines sur Radio Grand Lieu, le week-end, le dimanche matin, et notamment le jeudi à 11h11. Mais tu ne fais pas que ça, mais parle-nous un peu de Nommer le Monde. Qu'est-ce que c'est exactement, puisque ce n'est pas simplement du conte?
Eh bien, je suis conteuse, certes, mais j'aime aussi beaucoup écrire, et ça depuis que je suis toute petite. Au collège, j'écrivais des rédactions très très longues. Je pense que c'est l'imaginaire, mais j'aime aussi la littérature, c'est-à-dire le temps que l'on peut prendre pour élaborer une phrase, pour la coucher sur le papier, pour la travailler, la rafistoler, la polir, la structurer, la modifier. Et la modification de cette phrase va modifier les phrases qui sont autour et ça va remodifier tout le texte. C'est-à-dire qu'un texte, c'est une idée qu'on va développer sur le papier, mais qu'on va retravailler longuement en réalité, comme on pétrit de la pâte à pain. Et comme j'aime écrire et que j'ai un côté, je crois, chroniqueuse, c'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose, un événement me fait réagir, ou magie, tout simplement. C'est pas que ça me fait réagir, ça m'agit et j'ai besoin d'écrire. Et du coup, j'écris. J'écris beaucoup de textes, donc je les jette des fois sur ma page Facebook. À un moment donné, je les lisais lors de scènes slam. J'ai animé plusieurs scènes slam à Nantes et dans sa région. Et puis là, j'ai la chance de pouvoir prêter mes textes pour Radio Grand Lieu, donc je suis très contente. Et nous aussi, nous sommes très contents. Merci à toi. Et c'est vrai que, enfin, on le voit, on l'entend surtout, que tu aimes les mots. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle Nommer le monde. C'est que tu mets des mots très précis sur chaque chose, sur des sentiments. Et c'est ça qu'on peut entendre, en fait, dans tes textes que tu lis dans cette chronique. Mais je crois que c'est... La parole et l'écriture, alors la parole c'est fantastique et l'écriture je trouve c'est encore plus incroyable. On pose des pattes de mouche sur une surface blanche et ça raconte quelque chose. Et chaque mot ouvre à un univers. Par exemple, quand on aime lire, si on se retrouve chez quelqu'un, on regarde sa bibliothèque et on regarde la tranche des livres. Et rien que le titre d'un roman ou le nom d'un auteur va nous ouvrir des espaces sous peu qu'on ait déjà lu ces livres ou qu'on a entendu parler. Chaque mot ouvre un univers. Et ça, c'est absolument fantastique. Ensuite, je crois aussi que les mots, c'est quelque chose de... On vit la moitié de nos vies dans nos imaginaires. C'est-à-dire qu'on vit dans l'univers des mots. Et là, par exemple, je suis en train de parler, on est tous embarqués dans des mots. Alors qu'a priori, où est la matérialité de ces mots ? Je ne sais pas. Et pourtant, elle l'est. Ça peut créer des mutations chimiques à l'intérieur de nos corps. Voilà. Et c'est beau, moi je t'écoute, hein, je bois tes paroles. Et outre Nommer le monde, tu es aussi donc conteuse, tu fais aussi des spectacles et des représentations. Oui. Est-ce qu'en ce moment, est-ce que tu as une actualité pour cette fin juin et au début juillet ? Oui, alors j'ai eu de la chance parce que je suis passée entre les gouttes des confinements et j'ai continué à jouer selon les mesures possibles parce que j'ai un spectacle en plein air. Et ce spectacle s'appelle Belle de bitume. Il se vend tout seul. C'est comme dit une amie, c'est un résumé de ma vie. Avant d'être conteuse, j'ai travaillé dans l'herboristerie de ma grand-mère pendant 10 ans. Donc, j'ai associé au cœur d'un spectacle ma passion pour les plantes et ma passion pour les mots. Et j'invite le public lors de déambulations comptées, où il se passe aussi beaucoup de choses d'ailleurs, j'invite le public à écrire le nom des petites plantes sauvages sur le bitume. Et j'ai creusé cette idée-là pendant 14 ans. Je ne sais pas pourquoi il m'a fallu tout ce temps-là, alors que c'est une idée hyper simple. Écrire sur le bitume, c'est une idée très très simple, mais lorsqu'elle a germé en moi, elle est arrivée à point nommé parce qu'elle est arrivée au moment où les villes cessaient de traiter les plantes. Et je pense que je serais arrivée trop tôt avec mon idée, ça m'est déjà arrivé pour d'autres idées, et elle n'aurait pas pris. Et là, elle est arrivée juste au bon moment. Et ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et ça a fait que du coup, au début, même si ça n'intéressait personne, maintenant ça intéresse des gens. Et comme les plantes, on le vend en poupe, si j'ose m'exprimer ainsi, eh bien, le spectacle Belle de bitume tourne un peu en France sans que j'ai besoin de courir après les gens. C'est moi qu'on appelle et je me déplace pour aller dire que les plantes sont quand même
vraiment belles, toutes belles, et qu'elles ont toutes des noms populaires assez magiques et parlants. Complètement, il y a un réel succès là, de Belle de Bitume et en effet, on peut inviter tout le monde à aller. Je crois que le site s'appelle belledebitume déjà.fr ou J'ai un site, mais le site il est à mon nom, c'est Frédéric Soulard. Mais en faisant Belle de Bitume, on va tomber sur on a créé une page Wikipédia pour Belle de Bitume. Je crois que j'ai un YouTube, mais je sais plus s'il est à mon nom. Et puis il y a eu pas mal d'articles, il y a eu des radios Silence ça pousse, il y a eu la BBC qui est venue, il y a eu Ophélie ta mère nature. Faut faire Belle de Bitume, belle au pluriel, ce sont les plantes, et puis de bitume au singulier. Et puis voilà, les moteurs de recherche nous ouvrent plein de pages à feuilleter. Oui, et je peux confirmer que ça soit sur Belle de Bitume, on parlait tout à l'heure de Nommer le monde, donc on retrouve sur Radio Grandlieu, mais avec Belle de Bitume aussi, tu ouvres aussi le regard aux auditeurs ou à ceux qui t'écoutent, qui te lisent, puisque en effet, moi personnellement, maintenant je regarde toutes ces petites plantes qui poussent le long du trottoir que j'ai devant chez moi. Tiens, je vais pas les enlever parce qu'elles servent à quelque chose en fait. Et voilà. Et donc merci pour ça, Frédéric. Voilà. Non, mais tu nous ouvres les yeux et l'esprit, le cœur, je ne sais pas. Bref, on va se faire, après cette fête des gros câlins, on va parler de musique maintenant, parce que c'est la fête de la musique. Et donc, je voudrais savoir si tu avais une petite anecdote de la fête de la musique en tête à nous partager. Mais je ne sais pas si c'est une anecdote, mais c'est que en 82, j'étais une jeune femme et c'est le 21 juin 82 qu'il y a eu la première fête de la musique et j'y étais. Et j'avoue que les premières fêtes de la musique, 82, 83, 84, etc., j'y allais et j'aime bien quand c'est nouveau. Et c'était quand même, je trouve, les années 80, c'était l'époque où il y avait des choses nouvelles, qui étaient en train de mûrir. Puis moi, j'avais entre 20 et 30 ans, c'est quand même l'âge où on a de la liberté, où on vole et où il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et donc, j'ai des souvenirs extraordinaires des premières fêtes de la musique qui étaient... qui faisait vibrer la ville, qui était plus austère avant. Enfin, ça générait un vent de liberté. Et puis par rapport aux fêtes de la musique d'aujourd'hui qui sont très bruyantes parce qu'il y a beaucoup de doom, ce qui fait que maintenant j'y vais tôt et je rentre tôt, il y avait quelque chose d'assez magique, plus perso, plein de petites chorales, enfin c'est le souvenir que j'en ai au coin des rues, et plus de l'acoustique que des sonos. C'était très... je peux pas dire familial, c'était très copinal, enfin c'était très amical, c'était ouvert. Super, merci Frédéric de nous avoir fait partager ces premières années de la fête de la musique. On espère que les prochaines années seront pareilles comme avant, on va retrouver un petit peu comme ça des petits groupes en effet un peu partout et des amateurs, ça serait bien. Ouais, mais rien n'est plus jamais comme avant, puis l'art, il ne sera plus jamais comme avant. On va encore inventer quelque chose comme un 5 secondes. Bravo, merci. On termine là-dessus. À bientôt, Frédéric. Je rappelle on peut aller voir Belle de Bitume sur Internet. On peut te retrouver un peu partout, faire du Belle de Bitume et autre chose. Et Nommer le monde, c'est sur Radio Grandlieu et en podcast, bien sûr. Salut Fred, à bientôt. Salut Ludo, merci beaucoup. Vive Radio Grandlieu et vive Ludo. Ciao. Et maintenant, nous allons retrouver Fanny Pacro, qui fait partie de la rédaction du Mac du Lac. Allô Fanny, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Oui. Alors, tu n'es pas à Saint-Aignan-le-Grand-Lieu, toi, tu es de l'autre côté du lac, c'est ça ? Ah oui, même un peu plus au sud encore, sur Corcouët-sur-Logne. D'accord, mais pourtant tu es une experte du coin du lac de Grandlieu puisque tu es anthropologue et tu as beaucoup travaillé sur la région. C'est ça, depuis 2001, j'ai eu différentes missions sur le lac de Grandlieu qui
font qu'effectivement, je commence à maîtriser mon sujet. Bah voilà, et c'est pour ça que tu as intégré le Mac du Lac, donc le Mac du Lac qui n'est pas encore en ligne sur les ondes, qui n'est pas encore sur les ondes, mais qui va bientôt arriver, un magazine consacré au lac de Grandlieu, mais pas que, et dans lequel tu mènes une interview, tu présentes aussi une chronique qui s'appelle Carnet de terrain. Là, donc, le premier invité que tu as reçu d'ailleurs, hein, ça a été enregistré, c'est Erwan Briand, qui est le nouveau président de l'association de sauvegarde des marais. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me parler un peu du sujet en question et de ce que pourront entendre les auditeurs dans ce magazine ? Oui, sans éventer non plus trop ce qui a été dit à cette occasion, mais effectivement, Erwan Briand remplace Michel Coudriot, qui a eu ce mandat pendant quasiment un peu plus de 20 ans, presque 25 je crois. Donc il vient un petit peu renouveler l'approche, mais donc l'idée c'est effectivement de défendre aussi les intérêts d'une agriculture assez spécifique et celle des marais, et qui prend le temps de nous expliquer justement en quoi c'est différent d'autres types d'agriculture et pourquoi il y a eu un besoin à un moment donné de se fédérer. Et puis il exprime également des choses sur les liens avec les autres usagers du lac de Grandlieu. Donc voilà à peu près le contenu de cet entretien. Voilà, et on a hâte que ça soit diffusé et que vous, auditeurs, vous puissiez l'écouter, ce magazine. Je disais aussi que tu as dans ce magazine une chronique qui s'appelle les carnets de terrain. Alors qu'est-ce que c'est ça, les carnets de terrain ? Alors les carnets de terrain, c'est vraiment un outil qui est propre à l'anthropologue, c'est-à-dire que la spécificité d'un anthropologue, ça va être de produire sa propre matière, on va dire, par rapport à un sociologue qui travaille sur des statistiques, des données statistiques, et puis à partir de catégories préconstruites, ou l'historien qui exploite les archives écrites. L'ethnologue, lui, il va sur le terrain, il rencontre les gens, il mène des interviews également, et puis il effectue des observations. Et ces observations, elles donnent lieu à l'écriture de carnets, qui sont à la fois un petit peu entre la description de ce qu'ils voient et puis un petit début, on va dire, d'interprétation, de réflexion, d'analyse des choses. Donc on n'est pas vraiment dans l'analyse scientifique, on est un petit peu à mi-chemin entre le terrain et l'analyse scientifique. D'accord. Et physiquement, c'est des vrais carnets en plus. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Oui, alors voilà, ça, en général, quand on est sur une émission, effectivement, on essaye de noter des choses, des points de détail, des choses plus importantes, des réflexions, et effectivement, ça se matérialise par des petites traces écrites. Et là, bien sûr, pour l'exercice, ça a un petit peu plus construit, forcément, puisque pour être compréhensible par les auditeurs, ça nécessitait d'un petit peu mieux structurer les phrases, mais c'est quand même, ça reste ce principe-là, quelque chose qui est un petit peu entre deux. Du ressenti, oui. D'accord. Ouais. Alors donc, tu nous as expliqué un peu ce que c'était être anthropologue ou l'anthropologie. En fait, voilà, tu as beaucoup travaillé notamment au Passy, c'est ça, hein, les pêcheurs et les communautés de pêcheurs. Et tu as fait des travaux qui ont été exposés beaucoup dans la région. Oui, alors c'est vrai que tous les ans depuis 5-6 ans maintenant, je travaille avec la communauté des Passy, qui sont les habitants de Passet, un village sur la commune de la Chevrolière. Historiquement, c'est effectivement le village sur lequel on pouvait trouver des pêcheurs professionnels qui ont été jusqu'à un très grand nombre à un moment donné, jusqu'à 120. Maintenant, effectivement, ça s'est beaucoup réduit puisqu'ils sont 7, mais il y a toujours des gens qui appartiennent à cette communauté parce que voisins, des parents, etc. Et tous les ans, la communauté de communes de Grandlieu missionne sur une thématique qu'on travaille avec les habitants et qu'on restitue sous forme d'une exposition bilan. Cette année, on a travaillé, avec le contexte sanitaire, c'était un peu plus compliqué les ateliers, mais c'était quand même un travail d'enquête davantage par téléphone. Mais là, actuellement, jusqu'à la fin septembre, il y a une exposition sur l'usage des plantes qui est présentée à la Maison des pêcheurs à Passet. Donc, ça permet de mieux connaître déjà les différents milieux végétaux du lac de Grandlieu
parce que c'est assez diversifié. Et puis surtout, qu'est-ce que l'homme autour du lac, pas seulement les Passy, mais un peu au-delà également, les riverains de manière générale, ont pu faire de ces plantes-là d'un point de vue médicinal, alimentaire, artisanal, etc., etc. D'accord. Donc ça, c'est tout l'été à Passy. À Passay, pardon. Voilà. Tout à fait. Tout l'été jusqu'à la fin septembre. Jusqu'à la fin septembre. Bon, mais super. Tout le monde le sait maintenant et vous pouvez y aller. Alors aujourd'hui, tu sais que c'est la fête de la musique. Nous sommes le 21 juin. Est-ce que tu te souviens d'une fête de la musique en particulier ? T'es un artiste ? Comme ça, à chaud, j'ai pas... Je dirais peut-être, il y a peut-être la dernière à laquelle j'ai pu participer. Donc, c'était avant la crise sanitaire. Ça devait être au sud du lac encore, du coup pas très loin de la commune sur laquelle je réside, mais la commune de la Limousinière, oui. Et sur lesquelles je m'étais fait la réflexion qu'on avait là aussi c'est assez anecdotique, mais on avait des petits gobelets à consigne qui n'existaient pas auparavant et qui sont arrivés jusqu'à la fête de la musique de la Limousinière. Voilà. Alors voilà, on a un petit problème de communication. Tu disais il y avait des gobelets, comment tu dis ? Les gobelets à consigne. À consigne, voilà. D'accord. À consigne, voilà. Plus seulement dans les grands festivals, mais aussi dans les petites fêtes locales qui arrivaient tranquillement. Je suis très sensible à toutes les questions environnementales, donc voilà, ça fait attirer mon attention. Bah oui, très bien. Bon, mais merci Isabelle. On rappelle que déjà on peut voir ton travail en exposition donc à Passay. Tout cet été jusqu'à septembre, que tu fais partie de la rédaction du Mac du Lac, qui sera bientôt sur les ondes. C'est donc la fête de la musique, et donc comme à tout le monde, vu que tu fais partie des animatrices de la radio, c'est nous aujourd'hui, c'est vous et c'est toi, voilà, que tu as la chance de pouvoir prendre un petit disque à côté de toi et de le passer à la radio. Alors, qu'est-ce que tu nous mets ? Alors, je dirais ce qui est un peu emblématique ou la figure de style pour moi de la fête de la musique, c'était forcément soit un titre de téléphone, soit un titre de muse. Je crois qu'on a tous entendu, donc je sais pas, ou l'un ou l'autre, quoi. Ah bah tu choisis. Téléphone, laquelle ? Ouais. Alors celle qu'on entendait le plus, je sais plus. Ça va pas me revenir de ce précis. Alors, téléphone, je regarde dans le bac. Alors, on a Ça, c'est vraiment toi, Hygiaphone, New York, avec toi, Un autre monde. Qu'est-ce qu'on a encore dans le coin ? On a Dure Limite. Il y en a plein. Au hasard ? Ouais. Tu me laisses appuyer, on prend au hasard ? Allez, on met au hasard. Vas-y, Valentin, appuie sur le bouton. Merci, Fanny. À très bientôt. Ouais, ok, salut. Salut. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. La plus triste des mamans, le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part.
De retour sur le plateau Radio Grand Lieu pour cette fête de la musique. J'ai un expert de la musique en face de moi, c'est Ulrich Keller. Salut Ulrich. Salut Ludo. Tu présentes Passe le Jack. C'est notre petit taratatouille à nous. Exactement. Émission où on reçoit les musiciens locaux, des artistes locaux et on fait du live aussi, quoi. C'est ça. Ils font de la musique en live. Tu peux nous présenter un peu l'émission ? Alors c'est exactement ça. En fait, on a décidé de défendre le travail des musiciens qu'on voit pas forcément, mais on voit le résultat quand ils sont sur scène. Donc en gros, on voit une prestation d'1 heure et on se rend pas compte des mois, des années de travail, de préparation. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur dans Passe le Jack. Donc on s'appuie sur des extraits qu'ils nous envoient en studio, des choses bien ficelées, et on leur donne l'opportunité d'enregistrer 2 à 3 titres dans les conditions du direct qu'on diffuse en début et en fin d'émission. Ok, c'est une émission qu'on retrouve 2 fois par mois, en fait. Enfin, il y a 2 numéros par mois pour l'instant. C'est une bimensuelle, comme on dit. Exactement. Déjà 2 fois par mois, on s'était dit que c'était un gros objectif en termes de fatigue. Je vois que tu perds de plus en plus tes cheveux. On n'en peut plus. Et l'objectif, c'est quand même de réussir à faire 1 fois par semaine. Et je sais qu'on a tous les deux le fantasme de faire un vrai taratatouille. Ouais. En direct, au moins dans les conditions du direct, tout avec du public, donc on y travaille beaucoup. Bah oui, c'est une sacrée production. On a la chance d'avoir une salle à disposition pour l'instant, la salle Pouvreau, grâce à la mairie de Saint-Aignan de Grandlieu. Une salle Pouvreau qui se trouve à l'espace vie local où se passe pas mal d'événements. Ça a été un petit peu compliqué ou pas d'avoir des artistes. On a lancé l'idée, c'était au printemps. C'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. Ça a été très facile d'avoir beaucoup de candidatures. Là, les statistiques, c'est 3%. 3% des personnes qui me contactent vont passer dans l'émission. Et c'est pas une sélection qu'on fait nous. C'est que déjà, dès qu'on aborde, qu'on ne fait pas que diffuser leurs titres, il y en a la moitié qui ne donnent pas suite. Et quand on veut mettre en avant des compétences, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont très gênés de le faire. C'est-à-dire que on parle souvent des influences des artistes et on va me faire des références avec d'autres artistes connus. Et ça, c'est un procédé qui apparemment gêne beaucoup ceux qui me contactent et du coup, ça ne va pas au bout. Alors qu'il ne faut pas être gêné du tout. Parce que, serait quand même dingue déjà d'avoir peur de la culture qu'on a. Et c'est un procédé qu'on n'a pas du tout, ni dans la littérature, ni dans le cinéma. Au contraire, quand on parle avec un auteur, la première chose qu'il va faire, c'est mettre en avant toute la culture qu'il a pu accumuler. Et c'est de là qu'on voit l'originalité, le plus qu'il va apporter, qui fait qu'on reconnaît son œuvre. Oui, et autant dans cette émission, il y a des questions bien pointues sur la musique, parce qu'on va en parler, mais tu donnes des cours, toi aussi musique, tu es un scientifique de la musique, presque. Mais en fait, on peut parler de tout autour de la musique, de ses textes, et en fait ne pas avoir un bagage scientifique de la musique pour venir dans cette émission, puisqu'on parle aussi des sentiments, des émotions, du pourquoi on a composé cette chanson. Voilà, exactement. En fait, moi, ce que je présente aux candidats, c'est qu'il faut vouloir parler de sa musique et pas vouloir parler d'eux. Et la différence, elle est là. Après, si la façon dont les gens font la musique, c'est on se réunit et à un moment, il émerge une idée et ça donne un morceau, ça me va très bien d'en parler de cette façon-là. Le côté ludique de certains artistes qu'on a accueillis, on peut le mettre en avant. Il y en a qui sont plus sur les textes, il y en a qui sont plus sur les arrangements. Il y en a qui ont un gros bagage. Le premier qu'on a eu, Stellar Musique Ensemble, ils ont un CV chacun à faire pâlir. Et pourtant, l'émission, c'était pas de l'élitisme à tous les moments, parce qu'à un moment, forcément, on parle de sentiments, d'émotions qu'on essaye de partager avec le public. On fait pas de la musique juste pour en faire, on le fait pour pouvoir échanger. Et ça, tous les musiciens peuvent en parler. C'est ça, c'est une émission qui parle à ceux qui aiment la musique, à ceux qui aiment les musiciens et aux musiciens, en fait. Puisqu'on peut, même quand on est un jeune musicien, il y a une question, par exemple, qui nous vient quand on compose et qu'on n'a pas forcément à la tête, mais qu'on nous dit, qu'on nous pose, c'est mais pourquoi tu fais de la musique ? C'est un peu ce que tu as dit là. Voilà, il y en a qui disent, il y en a qui vont se rendre compte qu'ils veulent faire de la musique pour être célèbres, et d'autres c'est parce qu'ils ont des choses à dire. Et c'est là que tu gagnes en contenu, je pense, et en qualité musicale. Des raisons, autant de raisons qu'il y a de musiciens de faire de la musique. Pourquoi on s'acharne, surtout en ce moment, c'est une question que personnellement je me pose tous les jours. Après, j'ai l'impression qu'en fait, si on persévère là-dedans, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on
Clairement, c'est là où on est les meilleurs. Et sur tout le reste, on se sent pas bon. Et c'est pas pour autant qu'on est excellent dans ce qu'on fait en termes de musique, mais c'est qu'on est vraiment mauvais ailleurs, en fait. Alors, donc, je rappelle, Passe le Jack, il y a 2 épisodes par mois pour l'instant, et ça va se retrouver bientôt en podcast, pas de souci, sur Radio Grand Lieu. Avec toi, il y a un ingé son qu'on peut nommer, parce que c'est lui qui fait tout le boulot pour enregistrer dans de bonnes conditions nos artistes qui viennent jouer en live très gentiment. C'est Nino. Nino, c'est le seul qui travaille quand on s'amuse. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez de la qualité. Peut-être qu'un jour il y aura aussi les vidéos sur. C'est dans les projets. Il n'y a que des projets. Page YouTube, quelque chose comme ça. Voilà. Alors toi, donc c'est ce que je disais, c'est que tu t'y connais en musique, en fait. Oui. Tu es prof. Alors j'ai fait un gros parcours avant, parce que moi j'ai commencé par une formation classique. J'ai commencé le violon à 4 ans. J'ai arrêté à 16 ans. Enfin, j'étais sous perfusion les dernières années. On va pas se voiler la face, que j'adorais le rap. Et le rap et le violon, c'est pas compatible. Oui, j'ai beaucoup écouté. Après, j'ai découvert d'autres musiques plus orientées rock, donc je me suis mis à la guitare. Et le côté technique qu'on peut avoir quand on fait le conservatoire m'a manqué dans la pratique de la guitare. Donc au début, j'écoutais du Nirvana, AC/DC comme tout le monde, et ça a dégénéré. Donc j'ai fait plusieurs écoles de musique, je suis retourné au conservatoire et les choses de la vie ont fait qu'il y a 3 ans, c'était l'occasion ou jamais de me lancer en tant que professionnel dans la musique. Et donc j'ai validé toutes les connaissances que j'ai pu faire, tous les parcours par une année au CFPM où j'ai rencontré Vincent, c'était mon professeur de théorie qui le CFPM qui est donc l'école de centre de formation professionnelle de la musique, un des centres de formation sur Nantes. Il y en a 3 qui font à peu près... qui ont le même objectif de professionnalisation des musiciens. Et donc voilà, il y a eu plusieurs rencontres, dont celle de mon prof de théorie qui lui enseigne en musicologie à l'université. Et en fait, on peut aller très très loin. C'était très marquant de voir que même une musique très simple comme un blues, on peut avoir tout un langage, en parler entre nous. Et voilà, on a tout un langage de théorie musicale qui n'est pas là pour... qu'on se la raconte pour essayer de faire une barrière, mais juste pour essayer de partager notre passion. Et quand on comprend la façon dont lui nous exposait les cours, il y a plein de barrières qui s'effondrent parce qu'on peut accumuler plein de connaissances de plein d'univers différents parce qu'on a un langage en commun. Vive l'école. Voilà, vive la connaissance. Ouais. Et toi, tu aimerais aussi, je crois, monter une association, quelque chose comme ça ? Alors, je te remercie de l'éclairage avant même que ça soit fait, c'est gentil. Oui, effectivement, c'est une des réflexions que je mène depuis que je suis dans la région. C'est qu'on a assez peu d'apprentissage de la musique de façon conviviale et à plusieurs. Donc moi, j'aimerais bien enseigner la musique, mais au travers d'ateliers, c'est-à-dire monter des groupes d'amateurs qui n'ont pas forcément le temps ni le courage de se lancer à monter des groupes, à réserver des studios, mettre en place un répertoire en commun, et puis après, on fait toutes les occasions festives comme la fête de la musique, passe le jack s'ils veulent un moment passer. Voilà, donc ça sera un apprentissage très concret. Ok, super, j'espère que ça va marcher. On passe les doigts. Donc tu joues de la musique, principalement la guitare ? Que de la guitare. Que de la guitare. Je suis mono-instrument. Je suis très aimé à chaque fois. Je suis impressionné quand je vois des musiciens qui viennent avec 4-5 instruments. Je suis incapable de changer d'instrument. Alors j'imagine que tu joues tout seul chez toi, mais tu joues aussi en groupe. Je monte 2 projets. Oui, on a qui sont en cours. Il y en a 2, c'est 2 Frédéric. C'est dommage, je ne m'appelle pas Frédéric. Ça aurait fait 3 Fred. Et on est dans des musiques... ça existe déjà. Ça existe. Ouais. Fédération française de foot, déjà, c'est déjà pris. Le funk. Et de notre génération. Oui, on est des vieux. Donc, oui, pardon, tu as 2 groupes donc. Et on est sur des musiques qui rappellent un peu le jazz fusion des années 80 avec une recherche de défis techniques, tout ce qui est difficile à vendre auprès des musiciens. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi une attente. En tout cas, moi, quand je vais à un concert, j'ai tendance à m'ennuyer quand il n'y a pas cette notion de défi aussi technique, et pas que dans la vitesse, mais on a reçu des artistes qui font dans l'afrobeat
Et le fait de pouvoir tenir une pulsation pendant 10 minutes, c'est déjà un sacré défi technique. Donc voilà, le défi avec mes deux compères, il est présent tout le temps. C'est-à-dire qu'un morceau, quand on le travaille, une fois qu'il est fini, juste pour réussir à le jouer, c'est environ 3 semaines individuelles de travail. C'est là où on fixe notre limite. Donc pour l'instant, forcément, ça prend du temps. Et comment s'appelle le nom pour l'instant, c'est Blue Lemon. Oui. On a notre page Facebook. On a des vidéos qui sortent une fois toutes les 15 jours en ce moment. Reprise et composition, surtout composition. Et on espère qu'on va réussir à faire notre place, oui. Je m'auto-interviewerai. Des dates de prévues peut-être ? Pas du tout. Là, pour l'instant, on va pas se voiler la face. Le monde de l'intermittence et du spectacle en général, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on a lancé aussi cette initiative de Passe le Jack. C'était pour offrir un peu plus de visibilité au groupe. Et pour les gens qui, comme moi, n'ont pas encore eu le temps de se faire un réseau, d'avoir des concerts, c'est encore plus dur parce qu'on reprend les choses il y a 1 an et demi. Les listes d'attente sont déjà pleines et voilà, il faut qu'on fasse preuve de patience, il faut qu'on serre les dents et de solidarité, d'où le monde associatif qui est arrivé à point nommé pour ça. Et Passe le Jack, bien sûr, sur Radio Grand Lieu, qui est une radio associative aussi. Qui fait partie aussi des choses qui m'ont attiré, parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'associatif avant d'arriver ici. Et ça fait du bien d'oublier son intérêt personnel pour une cause collective. Et quand on le fait bien, souvent, l'intérêt personnel, il en sort grandi, donc tout le monde est gagnant. Super, c'est beau. Voilà, c'est pas préparé, mais c'est beau. Bon, aujourd'hui, on diffuse le 21 juin, c'est la fête de la musique. Donc, je vais te demander, est-ce que tu as un souvenir particulier à nous faire partager, la fête de la musique, où tu aurais joué ou que tu aurais vu des artistes et tu veux nous faire partager ça ? Alors moi, j'ai 2 souvenirs très précis de fête de la musique. Parce que, moi, je suis la génération où on a connu la mise en place en 1870. Avec Jack Lang. Et donc la première fête de la musique, je me souviens d'un groupe qui passe dans la rue dans des conditions absolument innommables et le nom du guitariste m'échappe, mais c'était une star internationale. Jean-Michel à peu près. Et ça, c'était mon premier, ça m'a marqué parce qu'il y avait une qualité de jeu dans les rues qu'on n'attendait pas pour la fête de la musique, la première. On s'attendait à ce qu'il se passe rien, et il y a eu une explosion sonore dans Paris. Ça m'a bien marqué. Et le deuxième souvenir que j'ai, c'est le moment de flottement à l'entrée en scène de James Brown, parce que le groupe d'avant, qui n'était pas forcément un groupe très connu, limite amateur, ils avaient défoncé la scène, et on avait des scènes professionnelles qui avaient vraiment de la gueule à l'époque. Il y avait des camions itinérants où il y avait un mélange d'amateurs et de professionnels. Alors, petit message aux intermittents qui m'écoutent, personne n'était payé à cette occasion-là. Et ça se faisait très bien parce que c'était la fête et c'était l'occasion, un moment, de valoriser la culture et la fête. Et ça aussi, ça s'est perdu. Donc ça, c'est les souvenirs que j'ai quand j'étais plutôt sur les 3-4 premières années de fête de la musique. Ok, super. Merci Ulrich. On va rappeler, Passe le Jack. 2 fois par semaine. Ouais. Sur Radio Grand Lieu. L'émission de... Tu appelles ça l'émission de culture musicale, non ? De partage de la culture musicale. Très bien. Et avant de se quitter, tu vas nous offrir un petit son, un titre, une musique qu'on va mettre, parce qu'aujourd'hui, c'est les animateurs de la radio qui font la playlist en ce jour de fête de la musique. Alors, c'est ça, j'ai longuement hésité. À un moment, je me suis dit, je vais prendre un morceau de Magma de 45 minutes juste pour t'embêter. Et finalement, non, je me suis dit, on va... Alors, moi, dans tout mon parcours, j'ai une grosse influence du rock des années 80. Et donc, j'ai choisi un vieux titre de Whitesnake qui va pas se trouver facilement, parce que c'était sorti la première fois uniquement sur le CD qui était au Japon. Tu l'as ? Évidemment, je vais vous le donner. Et le morceau s'appelle Sweet Lady Luck, et c'est une période où déjà le chanteur est extraordinaire, et tous les musiciens, jusqu'à celui qui joue du triangle, ils ont tous un CV absolument fabuleux. Le morceau est délirant. Eh bien, merci. On écoute ça. À bientôt, Ulrich. À bientôt.
Fête de la musique à Radio Grandlieu et ailleurs. C'est Radio Grandlieu, la radio qui compte. Aujourd'hui, spéciale Fête de la musique. On a toutes nos animatrices et tous nos animateurs qui nous partagent un peu leurs goûts musicaux. Et maintenant, c'est un expert que je reçois, c'est Hugo Haribard de l'association d'Astume 44. Salut Hugo. Carrément. Ouais, carrément. Bonjour à tous. Alors là, t'es présenté, t'es carrément un expert. Bah oui, parce que tu fais partie de l'association d'Astume 44 et aussi d'Astume 44. C'est un programme que l'on retrouve tous les mois sur Radio Grandlieu, programme spécial sur les chants et musiques traditionnelles. Et donc là, je dis, quand on t'écoute, on voit que tu es un expert parce que tu t'y connais bien à propos des chants et musiques traditionnelles. Oui. Alors après, j'ai envie de dire que j'ai pas trop de mérite puisque ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille sur cette matière. Donc au bout d'un moment, on peut revendiquer une certaine compétence en la matière. Ouais. Expertise. Voilà. Mais cela dit, comme je dis souvent, je m'y connais mieux que beaucoup de gens, mais je connais quand même pas mal de gens qui s'y connaissent mieux que moi. Oui, voilà. Alors, présente-nous, qu'est-ce que c'est alors cette émission d'Astume 44 qu'on peut écouter même en podcast sur radiograndlieu.fr? Alors, cette émission qui porte le nom de l'association qui la propose sur Radio Grandlieu, donc, est une émission qui a pour ambition, de proposer un prolongement radiophonique de l'activité ou de l'intention, j'ai envie de dire, de l'association elle-même, c'est-à-dire de valoriser le patrimoine culturel immatériel de Loire-Atlantique. Le 44 n'est pas anodin, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Et plus précisément, parce que le patrimoine culturel matériel, c'est une très belle formule, mais qui est quand même assez floue dans ses contours. On se limite quand même à ce qu'on connaît le mieux dans l'association, c'est-à-dire au patrimoine oral. Voilà, tout ce qui est du domaine de l'oralité, de la culture populaire, du folklore, dans le bon sens du terme, en Loire-Atlantique. Voilà, c'est notre matériau au quotidien, si je puis dire, dans le travail de l'association. Et c'est ce qu'on propose de faire connaître un tant soit peu, et puis promouvoir aussi dans le cadre de cette émission. Oui, vous récoltez des archives orales, en fait. Alors, à la base, oui, c'est ça. C'est que le cœur même, la base de l'activité de l'association, c'est de recueillir elle-même, soit l'association, soit les collectes qui ont été réalisées par d'autres, des collectes sonores pour beaucoup, puisqu'on est avant tout un centre de ressources, un centre de documentation sur cette matière-là. Donc on fonctionne comme un centre d'archives en quelque sorte, le public peut venir consulter les archives, faire des copies, etc. Et donc on a tout un travail de numérisation, de documentation, donc ça c'est en gros le cœur du métier de l'association. Puis ensuite il y a tout l'aspect transmission ou retransmission et valorisation. Donc il y a tous les projets que l'association peut mettre en œuvre pour valoriser certes son travail, mais en fait au-delà de son travail, c'est valoriser le patrimoine lui-même qui est finalement assez méconnu, assez ignoré aussi de pas mal de gens, mais pas forcément avec de mauvaises intentions, c'est juste qu'une grande partie du public n'a pas forcément conscience d'être détenteur et, j'ose dire, propriétaire d'une culture dont il est l'auteur en fait. Mmh. Voilà. Donc on est là pour rappeler au plus grand nombre que ces chansons, ces contes, elles viennent du peuple, donc elles sont à nous tous. Oui, et elles ont complètement leur place, par exemple, ces chansons, à la fête de la musique. On a les musiques modernes, mais on a aussi les musiques traditionnelles qu'on peut retrouver quand il y a vraiment une fête de la musique. Rappelons-le, aujourd'hui c'est un petit peu difficile, mais justement, c'est bien vivant la musique traditionnelle. C'est pas seulement des archives, et c'est ça qu'on retrouve aussi dans l'émission d'Astume 44, n'est-ce pas, Hugo? Absolument. On fait pas de la muséographie en fait. On met pas la musique dans le formol pour qu'on se dise ce sera conservé pour les générations à venir. Non, le but aussi c'est que ce soit vivant, dynamique, dans le sens où ça se renouvelle, ça évolue dans le temps bien sûr et au fil des pratiques. C'est le principe même de la musique traditionnelle, qui d'ailleurs est inscrite dans ce qu'on appelle, là encore un concept assez flou, les musiques actuelles. Bon, toujours pas trop compris ce que c'était que ce truc, mais ça existe, il paraît. Donc les musiques trad rentrent dans ce créneau-là. Et il y a effectivement beaucoup de chanteurs et musiciens actuels, et on peut parler de ceux de Loire-Atlantique, qui construisent ou ont construit de fort belles carrières à partir de cette matière-là. Sans ne parler que de chanteurs, par exemple, je citerai volontiers des gens comme Roland Brou, comme Sylvain Giraud, comme Mathieu Hamon, il y en a d'autres,
Mais par exemple, ces trois-là sont des gens qui sont des chanteurs, pour certains professionnels d'ailleurs, et qui connaissent bien les sources, c'est-à-dire connaissent bien la provenance du répertoire, enfin, ils ont une connaissance de la matière, mais sans forcément se limiter à une interprétation trad. C'est-à-dire que je pense à Roland Brou, par exemple, ou Sylvain Giraud, ils ont été tous les deux chanteurs aussi dans des groupes de pop-rock, et quel groupe utilisaient la matière trad, avec bonheur d'ailleurs, parce qu'ils ont fait vraiment des très belles choses, avec les 4 gens pour Roland Brou, avec Caténé pour Sylvain Giraud. Et tout ça pour dire qu'effectivement, c'est aussi, la musique traditionnelle, une pratique d'aujourd'hui et une pratique de demain, parce que c'est un héritage qui s'inscrit dans le temps. Donc, ce n'est pas que du passé, c'est aussi l'avenir, parce qu'on n'est pas en bout de chaîne, voilà, dans le domaine de la transmission. On n'est pas le dernier maillon, on n'en est qu'un dans la chronologie de la transmission orale ou transmission tout court d'ailleurs. Après, là, j'ai évoqué quelques chanteurs, mais je pourrais aussi évoquer des musiciens de Loire-Atlantique qui aujourd'hui font de très très belles choses. Alors il y en a plein, mais je pense à François Robin par exemple pour la Veuse, Erwan Toby pour l'accordéon diatonique, un gars de Guérande. Tout ça, c'est des musiciens, des artistes à part entière qui produisent régulièrement de fort belles choses et parfois même très audacieuses en dépit, si on peut dire, du fait qu'ils partent d'une matière simplissime qui est la musique traditionnelle. Mais elle n'est peut-être pas toujours si simple qu'on pense en fait. Mais on va écouter ça là tout de suite après notre interview. On va écouter le premier numéro de Dastum 44 où notamment tu parles de musique de bouche, c'est ça comment c'est du chant enfin bref, tu nous racontes comment dans le temps, ben voilà, il y a un chant, c'était les chants pas chant de Boudin. Si, c'était ça, je crois. Bref, je vous invite tous à écouter. Les repas de Boudin. Les repas de Boudin, merci. Ben voilà, tu vois, je l'avais sur le bout de la langue, le Boudin. Les repas de Boudin, repas de cochon, ouais. Voilà, et ben vous allez tout de suite écouter ça, tout de suite après l'interview. Alors, petite précision, petite parenthèse personnelle, Hugo, tu as déjà fait toi-même une émission, tu tenais une émission sur une très bonne radio nantaise, je crois. Ah oui, j'ai sévi sur l'antenne de Jet FM pendant près de 25 ans. Ah oui. Et dans cette fourchette de temps, j'ai proposé une émission sur les musiques bretonnes, j'aime bien les mettre au pluriel. Une émission qui s'appelait Kidu et que j'ai animée, produite pendant 18 ans. Quand même. Et c'est là en fait aussi que je me suis fait ma culture sur cette musique-là, en tout cas pour ce qui concerne l'aspect breton, parce que je m'intéresse pas qu'à la musique bretonne, mais effectivement, c'est dans ce cadre-là que je me suis construit, on va dire. Eh ben super, merci Hugo. Je voudrais que tu nous donnes, si tu as un petit souvenir, comme ça, une anecdote d'une fête de la musique, d'un événement que tu aurais vécu, un artiste peut-être. Ça va être très perso, mais je vais quand même le raconter. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit quand j'ai parlé de rock tout à l'heure. En fait, je devais avoir à peu près 19 ans ou 20 ans, j'étais avec des copains et à faire de la musique. Je me trimballais avec ma guitare sur l'épaule. Et j'avais les cheveux longs et des lunettes de soleil. Et en fait, 2 ou 3 fois, dans les rues de Nantes, des gens m'ont interpellé en me disant « Hey Joey, mets tes lunettes !» Je comprenais pas la blague. Et en fait, c'est quelques jours après, un de mes camarades m'a dit, mais en fait, parce que quand tu es avec tes lunettes et tes cheveux d'épaisse, que j'avais donc les cheveux longs, on dirait vraiment Joey Ramone, du groupe Les Ramones. Ah oui. Oui. Et du coup, je suis allé vite fait chez un disquaire, j'ai acheté un disque, et effectivement, parce que je suis grand, voilà, je ressemblais vraiment à Joey Ramone, donc voilà. J'ai pas compris la blague de la soirée, mais parce que j'écoutais pas les Ramones à cette époque-là. Ouais, un peu plus aujourd'hui d'ailleurs. Oui, voilà, t'écoutes un peu plus. Tu t'es acheté un cuir noir et tout Non, quand même pas. Mais ouais, c'était assez marrant parce que a posteriori, je me sentais un peu con, pardon pour l'expression, mais je trouvais ça marrant. Surtout que j'étais pas du tout dans cet univers musical à cette époque-là, quoi. Bon. J'étais plutôt dans l'univers Babacool, on va dire. Ben merci pour cette petite anecdote rigolote. On va écouter tout de suite une musique que tu vas nous proposer et on écoutera donc un peu plus tard, comme je te le disais, Dastum 44. Qu'est-ce que tu nous proposes là ? Qu'est-ce que tu proposes aux auditeurs d'écouter ? Écoute, j'ai évoqué
François Robin tout à l'heure, un merveilleux musicien qui joue de la Beuse. La Beuse étant en plus un instrument emblématique du pays nantais. Je pense que ça peut être l'occasion d'écouter une production de François qui a projeté l'instrument pour les générations à venir, j'allais dire dans le 21e siècle, on est déjà bien entamé, en mêlant bien sûr son instrument qui est une cornemuse, son instrument traditionnel avec d'autres instruments, des machines, des programmes, la musique électronique. Bref, c'est des projets fort audacieux. Celui-ci date un petit peu, mais il est toujours dans cette dynamique de créativité et de recherche à partir de son instrument, la Beuse. Ok, on écoute tout de suite François Robin. Merci Hugo, à très bientôt sur Radio Grand Lieu, et puis que tout le monde se renseigne, si vous avez des archives à envoyer sur Dastum 44, c'est ça? On vous retrouve sur le net, sur une page Facebook? Oui, alors on a une page Facebook et puis on a un blog qui s'appelle Dastum LA, comme Nord-Atlantique. Oui. Et on peut nous contacter par mail tout simplement à l'adresse dastum44@orange.fr. Il y a même un téléphone pour se faire aussi tout instrument. Bref, we keep in touch. Keep in touch. Salut Hugo, à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Radio Grand Lieu. Spécial fête de la musique. Lundi 21 juin, toute la journée. Des interviews et des émissions 100% musique. Radio Grand Lieu.